Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Prolifération des églises réveillées au Cameroun, l'autorité administrative veut remettre de l'ordre dans le milieu. Les gouverneurs en conclave à Yaoundé annoncent des fermetures imminentes de ces lieux de culte non conformes à la réglementation en vigueur. Nous vous proposons de faire un voyage au cœur de ces églises dites de réveil dans ce journal. Ayant santé, on la qualifie souvent de tueuse silencieuse, faisant parfois plus de victimes que le VIH-Sida. C'est l'hépatite virale qui touche environ 10% de la population au Cameroun, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour en savoir davantage sur cette maladie, un hépato-gastro-entérologue est l'invité de la deuxième partie de ce journal. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Nous parlons de religion et surtout de la prolifération des églises réveillées au Cameroun en ouverture de ce journal avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui parle de la tolérance zéro à l'endroit des promoteurs de ces églises dites des réveils. L'autorité administrative a donc entrepris de mettre l'ordre dans le secteur. Eh bien, l'on annonce des fermetures en cascade de ces lieux de culte non conformes à la réglementation. Les précisions avec Sal John et Marcelin Gansop. Au même titre que les populations, les gouverneurs de région sont préoccupés par la prolifération dangereuse des églises clandestines, plus connues sous le nom d'églises de réveil. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, le mal est profond. Nous parlons avec des preuves que parfois il y a des détournements. Ces églises sont à l'origine d'abandon des foyers, de détournement des enfants et beaucoup d'autres choses que je n'étalais pas ici. La spiritualité des habitants de la région est vraiment impressionnante. D'où ce foisonnement d'églises, particulièrement les églises dites du réveil. Nous n'avons rien contre les religions, contre les associations religieuses. Beaucoup de ces églises auxquelles vous faites allusion fonctionnent dans la clandestinité. Nous avons vécu il y a quelques mois de cela un cas flagrant d'atteinte aux mœurs et à la dignité de la personne humaine du fait d'une congrégation religieuse qui existait depuis un certain temps dans la clandestinité. Face à cette situation, le gouvernement a décrété la tolérance zéro vis-à-vis des églises qui piétinent la réglementation en vigueur. Nous avons instruit les préfets et les sous-préfets. À l'heure où je vous parle, les sous-préfets sont sur le terrain. Celui de Bafoussam Premier particulièrement a saisi, a scellé une bonne vingtaine d'églises. 5 seulement parmi elles ont présenté des documents conformes, ont été ouverts. L'action va s'étendre dans toute la ville de Bafoussam et dans toute la région. Le préfet du Vouri et les sous-préfets de Douala ont engagé un combat pour l'assainissement de ces secteurs, notamment la lutte contre l'incivisme, contre le bruit, les tapages. Et beaucoup d'églises sont fermées. Ça fait quelques grincements dedans, mais c'est un combat qui se poursuit. Interpellé récemment à l'Assemblée nationale, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a reconnu que seules 47 églises ont une existence légale au Cameroun. Le reste évoluant dans le maquis. Voici à présent un exemple de ce que l'autorité administrative reproche dans ce secteur, notamment pour ce qui est de la prolifération des églises. Le voyage au cœur de ces églises dites du réveil, c'est avec Marcelin Gansop. C'est un dimanche, jour du Seigneur, et nous marquons un arrêt dans 2 quartiers chauds de la capitale, Essos et Mbogada, où les églises pullulent, à l'instar des débits de boissons. Nous dénombrons une quarantaine sur moins de 2 kilomètres. C'est l'un des temples par excellence, des églises dites réveillées. Le quotidien des habitants de ces quartiers n'est pas de tout repos. S'ils n'ont de leçons à donner à personne par rapport aux différentes orientations religieuses, ces habitants dénoncent les nuisances sonores qui leur coupe carrément le sommeil. Il y a trop d'églises qui sont rapprochées. C'est parfois gênant, surtout plus tard dans la nuit où nous devons nous reposer. Et par contre, où ils passent tout le temps à faire plus de bruit. Quand l'église est implantée autour des habitations, quel que soit le cas, ça va perturber. C'est comme si tu allais dans l'hôtel
tu loues une chambre parce que tu as ton argent et puis tu te mets à prier à haute voix. Mais je crois que tous les clients vont déserter cet hôtel. Il y a en plus de ces nuisances sonores et autres tapages nocturnes, la multiplication des églises dans un périmètre restreint. C'est à peine si les unes ne s'encastrent pas dans les autres. On n'est pas encore au niveau de densité pour dire qu'à chaque 2 pas on peut avoir une église. Il y a combien de population ici là pour qu'il puisse avoir des églises côte à côte. Et moi je me dis cet aspect-là, il faut qu'on étudie bien. Face à cette situation, les populations appellent les pouvoirs publics au secours. La liberté de culte ne doit pas signifier désordre. Je pense qu'il faut que le ministère et tout ceci étudie les problèmes d'emplacement. Là, l'hôtel, là-bas, c'est presque les bars qui, vous comprenez, font dans le bruit. Je préfère qu'ils tiennent compte de l'habitat, que nous devons quand même nous reposer, nous qui travaillons toute la journée, tout au long de la journée. À Yaoundé, les églises clandestines ont le vent en poupe et connaissent des fortunes diverses. Si certaines sont bien loties, d'autres par contre, plus nombreuses, ne sont que l'ombre d'elles-mêmes. Et pourtant, ce ne sont pas les fidèles qui manquent. Je n'ai pas suivi une église, j'ai suivi Dieu. Et je ne sais pas une église, je sais Dieu. Dans un tout autre registre, à présent, il y a quelques jours, on vous présentait une fillette de 5 ans qui, dit-on, aurait été victime de maltraitance de la part de sa tante. Eh bien, cette tante a été entendue à la police judiciaire, puis relaxée pour faits non établis. Nos reporters, Mitterrand Dam et Jean-Paul Sugnat, sont allés à la rencontre de celle-ci pour avoir sa version des faits. Voici leur reportage. Eno Mirabel, c'est la femme qui est accusée d'avoir maltraité sa nièce en lui versant du piment sur ses parties génitales. Elle dit sa part de vérité. On a descendu, la police est venue voir si c'est les boubous de chaud ou c'est le piment que j'ai mis. Quand on est venu voir, on a dit que non, on est en train de voir que c'est chaud, mais peut-être le corps de l'enfant est fragile. Pour Mirabel, les dénonciations de sa voisine Moumi Rose ne sont pas fondées. Ces propos corroborent le témoignage de tous les voisins présents à notre arrivée. Cet enfant n'est pas maltraité, comme les gens le disent. Ça, franchement, je dis ça à toute âme conscience. Tout le reste, les piments, les tapés, c'est avant-hier. Vous aurez même remarqué des traces de bastonnade sur l'enfant. On a amené cet enfant chez elle, elle a pris cet enfant comme son enfant. Présentée comme victime des brimades de sa tante, la petite princesse 3 ans et demi est en forme et aux petits soins, mieux intégrée parmi ses cousins et cousines depuis bientôt 3 ans. Voilà l'enfant qui joue avec son frère, ils sont là. Je ne sais pas si j'avais un problème personnel avec ces voisins, comment je ne sais pas. Princesse est une fillette maladie. Après les hôpitaux et les prières, sa tante Mirabel ne savait plus où mettre la tête avant de se confier à la médecine traditionnelle pour sa guérison. Elle nous présente les décoctions qu'elle a mis dans le traitement de sa fille ce jour-là. Je suis allée voir une femme qui travaille à les enfants et cette femme m'a dit que non, l'enfant n'a aucun problème, mais c'est que l'enfant a les yeux qu'on appelle 4 yeux. Elle m'a donné une écorce de bulle, ce que je vais trouver l'enfant pour dormir, ce que je vais mélanger dans l'eau chaude et boire et ce que je vais mettre dans l'huile qu'on appelle le mayanga pour qu'elle dorme. Cependant, Mirabel reconnaît avoir reprimé sa fille comme le ferait toute maman pour des raisons précises. Quand l'enfant chie, parce que c'est qu'elle parle tout. Donc, il faut parler que je veux le pot. Quand elle ne dit pas qu'elle veut le pot, je tape. Dans cette affaire, Eno Mirabel a été entendu à la police puis relaxé pour faits non établis. Jointe au téléphone, Moumi Rose, la voisine qui a accusé Mirabel, n'a pas voulu s'exprimer. Insécurité à Yaoundé, eh bien, le corps sans vie d'un gardien de nuit a été retrouvé tôt ce matin à la Cité Verte, non loin du lieu-dit Yoyobar. Le vigile aurait été victime d'une agression des personnes non encore identifiées. Le récit des faits avec Emmanuel Diop et Yannick Bazoua. Ce corps sans vie est celui de Edumgu Edouard. Allons-y vite, hein. Allons-y vite. Fais le temps. De nationalité tchadienne, il était le gardien de nuit de cette mini-quincaillerie située au lieu-dit Yoyobar. Aux premières nouvelles, il aurait été assassiné par un groupe de malfrats, lequel a dévalisé la mini-quincaillerie. Oui, ils ont porté les bouteilles de gaz et la caisse. Né en 1970 à TCD Gouroumti au Tchad, Edumgu Edouard, selon le médecin légiste, aurait trouvé la mort entre 3h et 4h du matin. Pour l'instant,
Difficile de connaître qui a découvert la dépouille. Même l'un des employés de la mini-quincaillerie, arrivé sur les lieux aux premières heures du matin, ne peut en dire plus. La matrone m'a appelé à 6h02. J'étais encore au niveau de mon terrenol, en train de monter. Quand je suis arrivé au niveau d'ici là, j'ai dit que mais comment on peut m'appeler que je viens, on charge le ciment et la porte est ouverte comment? C'est là où j'ai pris la moto directement, aller au quartier, à viser la matrone avant qu'on ait rentré. Un assassinat qui survient alors que le quartier Cité Verte était plongé dans le noir. En attendant de mettre la main sur une de ses connaissances, le corps de Edumgu Edouard a été conduit à la morgue du centre hospitalier universitaire. Lutte contre le grand banditisme et la grande criminalité, eh bien, un gang de 23 présumés braqueurs vient d'être mis hors d'état de nuire par les éléments de la police judiciaire du littoral. Ce gang est soupçonné d'être impliqué dans plusieurs attaques à main armée perpétrées sur l'ensemble du territoire national. Jean Junipek et Viviane Kamoa. Ces hommes sont des braqueurs. Ils viennent d'être interpellés par les éléments de la police judiciaire. Des sources bien infiltrées font savoir que ces présumés braqueurs sont impliqués dans plusieurs vols à main armée perpétrés au Cameroun ces derniers mois, notamment celui de la SICAM et celui de First Trust où ils avouent avoir apporté 46 millions au lieu des 56 millions déclarés par la dite banque. À l'origine de leur démantèlement, la plainte déposée par les responsables du presbytère Saint-Mathieu de Lorbaba. Dans la nuit du 2 au 3 avril 2013, le presbytère de la paroisse Saint-Mathieu de Ndumbeng à Lorbaba a été l'objet d'un braquage où plusieurs effets importants ont été emportés, entre autres des numéraires, des téléphones portables, des laptops. Les investigations vont se poursuivre dans 3 régions, le littoral, l'ouest et le nord-ouest. Après ce coup, une enquête a été ouverte par mes collaborateurs de la division régionale de la police du chef littoral, comme je le relevais tantôt, et qui a conduit à l'interpellation de 2 co-auteurs en possession de leur butin. Résultat des courses, 23 arrestations pour ces récidivistes dont l'âge varie entre 19 et 52 ans. Au moment de leur interpellation, Salvador Rica et ses co-accusés avaient en leur possession 59 munitions, 8 armes à feu, dont 7 de fabrication artisanale et une automatique. Il y a d'ailleurs quelqu'un d'autre qui fabrique les armes artisanales dans le nord-ouest et qui à tout moment pourra être interpellé. Les 23 malfaiteurs sont en train d'être déférés au tribunal militaire en ce moment. Cette opération des éléments de la police judiciaire de Douala entre dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le grand banditisme. Alors face à cette insécurité devenue galopante au Cameroun et plus particulièrement dans la région de l'Ouest Cameroun, le gouverneur de cette partie du pays rassure pour Mindjiwa Bakari. Il dit d'ailleurs avoir pris toutes les dispositions, avec l'aide des éléments du bataillon d'intervention rapide pour mettre un terme aux actes criminels dans la région de l'Ouest. Nos reporters l'ont rencontré au cours du conclave de Yaoundé. Je propose de l'écouter. La région de l'Ouest, je l'ai dit et je le répète, est devenue une destination prisée. La région de l'Ouest, au jour d'aujourd'hui, est devenue fréquentable, comparée à la fin de l'année 2012. Vous savez très bien qu'entre-temps, le chef de l'État, chef des armées, a déployé le BIR sur le terrain. Nous avons une brigade à Bafoussam, nous avons une brigade à Djimon, dans le Noun. Ces éléments du BIR se chargent d'escorter les véhicules vers toutes les grandes métropoles. Et nous nous sommes organisés avec le transporteur et ça s'est fait en convoi. Donc le chef d'État a également affecté de la logistique dans presque toutes les brigades de gendarmerie. Nous disposons d'un véhicule pour leur transport et leur mouvement. Donc ces effets conjugués ont fait en sorte que depuis le mois de janvier, nous n'avons pratiquement enregistré aucune attaque de coupeurs de route. Donc la situation est pour le moment sous contrôle. Et nous entendons la maintenir
la consolider pour aller vers des élections en toute sécurité, en toute sérénité. Je propose à présent les images de cet accident de la circulation qui a fait des blessés graves sur l'axe Kumba-Douala. Le drame s'est produit tout récemment au lieu-dit Bakombi. Une voiture de marque Mercedes et un car de transport en commun sont entrés en collision. Des témoins affirment que le chauffeur de la petite voiture a perdu le contrôle de son engin. Les blessés ont été conduits à l'hôpital de district de Kumba et aux dernières nouvelles, ils sont en train de bien réagir au traitement. Et comme on parlait d'insécurité tout à l'heure dans nos grandes métropoles et même partout au Cameroun, voici à présent du matériel roulant. Il s'agit des motos et des véhicules tout-terrain pour traquer l'insécurité dans la région du littoral et le long des frontières de l'Est et de l'Ouest. Il s'agit d'une dotation du chef des armées qui a été remise aujourd'hui par le ministre en charge de la Défense, Marcelin Gansop. Les forces de défense doivent assurer avec efficience et efficacité leur mission de préservation de la paix sociale, de sécurisation des personnes et des biens et de protection de l'intégrité territoriale du Cameroun. Elles ont besoin, entre autres moyens logistiques, du matériel roulant. Les 50 véhicules tactiques et les 30 motos qui viennent d'être officiellement remises sont destinés aux unités territoriales des armées et de la gendarmerie nationale implantées le long de nos frontières est et ouest, en précisant que s'agissant des motos, elles sont destinées à la région du littoral où elles sont dédiées principalement à la lutte contre le grand banditisme. Jean-Baptiste Bokam, secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale, et le général de division, Baba Soulé, chef d'état-major de l'armée de terre, se voit confier la gestion de cette importante dotation. Le président de la République, dans sa posture de chef des armées et de garant de la sécurité nationale, prend toutes les mesures au plan logistique et au plan administratif pour réadapter notre appareil de défense à l'environnement sécuritaire qui est celui d'aujourd'hui. À charge pour les bénéficiaires d'en faire bon usage, afin que les résultats escomptés par la haute hiérarchie militaire soient atteints. Parlons de santé à présent pour noter que 10 Camerounais sur 100 souffrent de l'hépatite B selon l'Organisation mondiale de la santé. Le traitement de la maladie est par ailleurs onéreux. L'hépatite B est une maladie sexuellement transmissible et dont les conséquences peuvent être désastreuses. Les précisions avec Mitirandam et Julingue. Jean-Thierry Njambé est un patient atteint de l'hépatite virale B. Lorsqu'il commence à ressentir les symptômes de la maladie, il ne mesure pas l'ampleur des dégâts que celle-ci peut occasionner. Je dis que je souffre de la cirrhose virale B, qui est due à l'hépatite. Quand ça a commencé, d'abord, je sentais le maux de tête. Je sentais au niveau du ventre comme la diarrhée. Ça me faisait comme la diarrhée. Bon, et d'autres signes comme la fatigue. Des signes qui jusque-là ne reflétaient rien d'alarmant pour ce père de 6 enfants. Marie-Élise et sa femme affirment d'ailleurs que par ignorance, ils ont entamé un traitement chez le tradipraticien. On a commencé d'abord à l'indigène et après nous sommes venus à l'hôpital. Des jours durant, son état ne s'améliorera pas. Jean-Thierry a plutôt perdu la moitié de son poids. Ils entreprennent alors de se rendre à l'hôpital. Donc je suis ici environ 1 semaine et demie. Mais présentement, je suis peut-être à 300 000 de dépenses. Jean-Thierry regrette de ne pas être venu à l'hôpital plus tôt. Si je venais tôt à l'hôpital, non, ça ne devait pas être ainsi. Puisque quand c'est primitif, on peut vite arrêter la maladie. Mais quand ça devient un peu compliqué, il faut aussi un peu de temps. L'hépatite B peut être évitée grâce au vaccin introduit par le programme élargi de vaccination depuis 2005. Toute personne souffrante de cette maladie doit éviter l'alcool,
le tabac, le sel, les repas trop épicés en général. Les spécialistes de la santé affirment que l'hépatite virale pose le plus de problèmes de santé en Afrique du fait de sa prévalence élevée et des complications qui en résultent. Eh bien, dans la deuxième partie de ce journal, un hépato-gastro-entérologue qui est notre invité va nous permettre d'en savoir davantage sur l'hépatite virale. Mais avant, on parle du ministre de l'Agriculture et du Développement rural qui était en visite de travail dans la région du nord-ouest Cameroun. Sime Meigné s'est rendu précisément dans la localité de Santa, réputée pour la culture des pommes de terre. Afin de générer la croissance de cette culture, un projet d'une valeur de 100 millions de francs CFA destiné à la promotion des semences de pommes de terre a été mis sur pied. Le dit projet doit s'étendre dans les autres régions, notamment au sud et au centre, particulièrement à Yaoundé où la qualité du sol est jugée mauvaise. Eh bien, juste après la transition, nous allons parler de l'hépatite virale. Eh bien, c'est un spécialiste qui nous accompagne pour parler de l'hépatite virale dans la deuxième partie de ce journal. Il s'agit du professeur Christian Zeton. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, il faut rappeler que vous êtes hépato-gastro-entérologue. Oui, c'est cela. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous aimerions tout d'abord comprendre, téléspectateurs et moi bien évidemment, ce que c'est que l'hépatite virale. Alors, je crois qu'il faut commencer par dire qu'il y a plusieurs sortes d'hépatites. Et là-dedans, il y a les hépatites virales, mais les sortes d'hépatites sur lesquelles il faut insister, c'est juste pour dire que c'est un problème complexe qui nécessite des experts pour mener à bien le suivi de ces malades. Parce qu'il y a des hépatites qui ne sont pas dues à des microbes, c'est pour ça qu'on dit qu'une hépatite, c'est simplement une inflammation du foie, parce qu'il y a par exemple des médicaments qui peuvent donner des hépatites, etc. Mais ce qui nous intéresse pour cette semaine des hépatites, ce sont les hépatites virales, donc qui sont bien une infection, puisque le virus est un microbe. Et à ce moment-là, dans ces hépatites virales, ce qui est plus important à souligner, ce sont les hépatites qui risquent de se compliquer en cirrhose et en cancer du foie. Alors, en gros, les hépatites, on les divise selon leur mode de contamination en hépatite à transmission orofécale, c'est-à-dire par la saleté, les mains sales, l'eau souillée, etc. Et là-dedans, on va citer uniquement l'hépatite A, qui est une hépatite épidémique. On n'insiste pas là-dessus parce que tous les malades qui font une hépatite A vont forcément guérir. Il n'y a pas de complications pratiquement et il n'y a pas de chronicité. C'est vrai. Maintenant, on aimerait savoir comment arrive-t-on à faire la différenciation entre les hépatites, puisqu'il faut noter qu'il en existe plusieurs. Oui, ben c'est pour ça qu'il est important que je cite le deuxième groupe, qui est le groupe des hépatites à transmission parentérale, c'est-à-dire par le sang, qui sont l'hépatite B et l'hépatite C. Alors, ces hépatites B et C sont celles qui sont des tueuses parce que c'est les malades qui ne guériront pas de ces hépatites vont risquer de faire une cirrhose du foie puis un cancer. Alors, comment est-ce qu'on les distingue? C'est simplement par le diagnostic, qui est un diagnostic biologique, parce qu'en gros, la plupart des hépatites virales ont le même profil sur le plan clinique. C'est-à-dire qu'elles ont une phase aiguë après que vous ayez attrapé la maladie, où malheureusement la phase aiguë est souvent silencieuse. Ce qui fait que la plupart des malades vont faire une hépatite virale sans qu'on s'en aperçoive et ils vont aboutir aux complications de façon silencieuse. C'est pour ça qu'on dit que c'est des tueurs silencieux. Alors, quels sont les symptômes? Est-ce que de façon visible, externe, quels sont les symptômes qui peuvent amener à démontrer que cette personne souffre d'hépatite? Justement, c'est ça le problème. Je viens de dire que la plupart des hépatites, c'est-à-dire à peu près 70%, il n'y a aucun symptôme. Et donc, c'est un danger qui va dire tout à l'heure qu'il faut absolument dépister les malades. Quand il y a des symptômes, c'est les 30% qui restent. Et ces symptômes, c'est des signes de paludisme pratiquement. C'est-à-dire fatigue, courbature, céphalée et parfois un peu d'ictère, c'est-à-dire de jaunisse. Donc ça ressemble à un palud et beaucoup de ces malades vont être traités comme un paludisme. Heureusement, ceux qui vont guérir, guériront quand même. Alors comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que l'hépatite est-elle diagnostiquée? Parce que là, c'est pratiquement les mêmes symptômes. Le diagnostic, justement, est un diagnostic biologique. Parce qu'il faut vraiment être un fin clinicien en phase aiguë
pour dire que les symptômes que nous avons là correspondent à une hépatite. Mais encore une fois, j'insiste lourdement sur le fait que ce n'est que 30% des malades qui ont ces pseudo-palus qu'on va considérer comme un palu à tort alors que c'est une hépatite. Donc, j'insiste sur le fait que devant ce problème, il faut dépister les malades. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir que tel ou tel malade a peut-être fait une hépatite et n'a probablement pas guéri et donc risque le cancer du foie et la cirrhose? Ben, il faut faire une prise de sang. Et la prise de sang va nous permettre de savoir si il a une hépatite B ou une hépatite C ou bien rien du tout. Alors, s'il a une hépatite B ou une hépatite C, cette même prise de sang va permettre de dire que est-ce que ce malade a fait son hépatite et a guéri ou est-ce qu'il n'est pas guéri? Et c'est là que ça nous intéresse et c'est là qu'on va intervenir pour essayer de catégoriser ces malades afin de déterminer ceux pour lesquels il faut instituer un traitement pour les aider à éviter l'évolution vers la cirrhose et vers le cancer du foie. Alors parlons justement du traitement. Il paraît qu'il est assez onéreux. Alors pour quelqu'un qui souffre de l'hépatite, le traitement c'est beaucoup plus chez la médecine moderne ou alors la médecine traditionnelle? Alors, la médecine traditionnelle, je vous arrête tout de suite, il n'y a pas de traitement. Parce que sur le plan traditionnel, ce sont des gens qui vont utiliser des plantes. La médecine officielle, au départ, a aussi utilisé beaucoup de plantes. Donc, il faut reconnaître qu'il n'y a aucune plante aujourd'hui dans le monde qui soit active sur les virus des hépatites et sur les virus en général. Donc, les molécules qui sont actives ne sont que des molécules qui ont été synthétisées et qui sont des médicaments. Alors, le côté traditionnel peut aider un peu le malade à se sentir mieux, mais notre problème, c'est le problème du risque évolutif vers la cirrhose, c'est-à-dire qu'il faut chasser ce virus. Et donc, les seuls traitements qui marchent pour l'hépatite B, c'est certains antirétroviraux qu'on utilise, et pour l'hépatite C, c'est la bithérapie qui comporte l'interféron et la ribavirin. Alors, voilà ce qu'on utilise, et effectivement, c'est des médicaments qui coûtent cher, malheureusement. Est-ce que les proches d'un malade d'hépatite, quelqu'un qui souffre d'hépatite virale, doivent-ils craindre une quelconque transmission? Comment est-ce qu'on peut éviter de transmettre l'hépatite virale? Alors, je crois que vous me posez là l'occasion de vous dire comment est-ce qu'on attrape ces deux virus, parce que je vous ai dit que c'est sur ces deux-là qu'on insiste. Je vous ai dit que c'est par le sang. Et donc, si on prend ces modes de contamination et on les évite, ben, il n'y aura pas de transmission. Donc, le sang, c'est le sang directement par la transfusion. Donc, pour éviter, il faut sensibiliser les médecins des centres de transfusion pour qu'on sécurise la transfusion sanguine et qu'on essaye de les éviter quand c'est possible. Donc, à l'hôpital, aujourd'hui, on ne transfuse que quand ça devient vraiment nécessaire. Mais il y a aussi la transmission par le sang, mais indirectement par les objets souillés. Donc, si on évite ces objets souillés, on n'aura pas de transmission. Alors, les objets souillés, ça peut être même nous à l'hôpital, les endoscopies, la chirurgie, les injections. Si on n'a pas une bonne pratique médicale en termes de sécurité, ben on peut transmettre. Mais également les guérisseurs dont vous parlez tout à l'heure. Le guérisseur peut être porteur d'une hépatite virale, surtout la B, et lorsqu'il va scarifier ces malades ou les blinder, comme on dit chez nous, eh ben, il peut leur transmettre l'hépatite, puisque à l'hôpital, même le médecin, s'il est malade, peut transmettre à ces malades. Donc nous avons des règles de pratique qui évitent cela. Il y a aussi la transmission de la mère à l'enfant. La mère qui est porteuse du virus B peut transmettre ce virus à l'enfant à la naissance. Donc, si c'est une femme enceinte qui contracte la maladie, il y a un risque. Il y a un risque de transmission et nous sommes en train de mettre sur pied avec monsieur le ministre de la Santé des protocoles pour faire ce qu'on appelle la prévention de la transmission mère-enfant en matière d'hépatite B comme on a fait pour le VIH. Alors comment ça va se passer concrètement cette prévention? C'est déjà en cours. On vaccine l'enfant à la naissance et éventuellement, si possible, c'est souhaitable, mais c'est un peu difficile, on va lui donner un sérum anti-hépatite B et à ce moment-là, l'enfant n'aura pas de maladie. Alors, il faut aussi insister sur la transmission sexuelle qui existe et qui est surtout le fait du virus B, très peu le virus C. Donc là, la prévention, c'est le condom, bien entendu. Donc, il faut promouvoir le condom qui, aujourd'hui, est très élaboré et très fin, et non plus les condoms en peau de zébu, comme on faisait du temps des Égyptiens. Donc, je crois qu'il faut promouvoir absolument l'utilisation du préservatif masculin, bien sûr, que nous connaissons, mais vous savez qu'on fait la promotion aussi du préservatif féminin. Maintenant, alors, si vous permettez, il faut que j'insiste sur le fait qu'il y a la transmission par la sueur, la salive. Là, c'est inquiétant. Voilà, mais il faut quand même se rassurer. Il y a même les tatouages, les piercings, tout ça. Il faut sécuriser cela, même la manicure, pédicure, le coiffeur, etc. Mais je pense que
la transmission n'est possible là que si la victime présente une blessure, une plaie dans la bouche ou sur la peau, etc. Et à ce moment-là, la transmission serait possible. Donc c'est extrêmement limité, mais c'est très fréquent dans nos pays parce que nous avons un niveau d'hygiène qui doit être amélioré. Et à ce moment-là, je crois que ça va éviter les choses. Voilà, vu tous les mots de transition auxquels vous venez de faire allusion, cela donne un tout petit peu assez d'inquiétude. Mais maintenant, je voulais insister sur le traitement. Est-ce qu'il existe assez de spécialistes au Cameroun? Est-ce qu'on peut se faire traiter de l'hépatite dans tous les centres hospitaliers au Cameroun? Alors, je suis le président de la Société camerounaise de gastro-entérologie et je peux vous dire qu'il y a 27 gastro-entérologues au Cameroun. Le seul problème, c'est qu'ils sont répartis entre Douala et Yaoundé. Il y en a un à Maroua. Mais tous ces spécialistes sont tous capables de s'occuper de ces problèmes d'hépatite virale B et peuvent aider tous ces malades. Est-ce qu'il y a assez de spécialistes? Oui, oui, oui. Et nous sommes, avec l'impulsion de M. le ministre de la Santé, en train de former des médecins généralistes dans l'arrière-pays, en commençant par les chefs-lieux de région. On les forme à la prise en charge de ces malades. On a commencé à l'ouest et dans le sud-ouest et nous avons formé pas mal de médecins. Même à Douala et à Yaoundé, nous avons formé certains internistes pour la prise en charge de ces malades et je pense qu'au bout du compte, on aura suffisamment de médecins formés et les gastro-entérologues seront là pour les cas difficiles, si on peut dire. Alors il y a aussi les spécialistes des maladies infectieuses qui sont parfaitement compétents pour prendre en charge ces malades. Alors cela est rassurant. Alors maintenant, pour le patient qui est déjà qui a contacté la maladie, comment est-ce que ce patient devait se comporter pour que la guérison suive un peu plus facilement? Quel peut être le comportement du malade? Je crois que ce malade doit être tout simplement consciencieux et savoir qu'il peut contaminer, par exemple, sur le plan sexuel et donc utiliser des préservatifs. Mais pour lui-même, pour se maintenir en vie, il doit se faire suivre par les médecins, avoir une bonne hygiène de vie, éviter l'alcool principalement. Je pense qu'il peut manger tout ce qu'il veut, y compris l'huile, mais l'huile n'est bien pour personne. Ce n'est pas seulement les gens qui ont une hépatite, il ne faut pas exagérer parce qu'il y a des problèmes de cholestérol, etc. Mais je crois qu'il faut insister sur le fait que quand vous faites une hépatite virale B ou C, qui sont encore une fois les deux sur lesquels on va insister dans cette semaine mondiale des hépatites, c'est qu'il y a beaucoup de malades qui vont quand même guérir. Donc c'est quand même bien. Hépatite B, 90 à 95% des malades qui attrapent une hépatite B vont guérir. Ce n'est que le reste qui est chronique et qui va risquer de faire les cirrhoses. Mais même dans ces chroniques, il y en a qui vont porter le virus toute leur vie sans que ça apporte des complications. Et c'est là qu'il faut dire que ceux-là qui n'ont pas de complications peuvent quand même transmettre la maladie et nous appelons à leur conscience. Par contre, l'hépatite C, il y a moins de gens qui vont guérir, mais il y a quand même 20% qui vont guérir. Donc on a un plus grand nombre de malades en hépatite C qu'on va devoir suivre. Et là aussi, il faut savoir qu'ils sont contagieux. Ils ne peuvent pas donner de sang. Et puis sur le plan sexuel, ils sont moins contagieux, mais il faut quand même quelques précautions, etc. Donc ils doivent signaler quand ils vont à l'hôpital qu'ils ont une hépatite et que quand on va leur faire des procédures, il faut que les conditions de stérilisation du matériel soient drastiques, mais nous conseillons que la stérilisation soit drastique dans tous les cas, parce qu'on ne sait jamais, puisqu'on ne sait pas que le malade devant nous est porteur ou pas d'une hépatite. Et je vous ai entendu dire que l'hépatite B est très contagieuse, effectivement, je vous le confirme. L'hépatite B, le virus B est 100 fois plus contagieux que le VIH, et 10 fois plus contagieux que le virus B. Donc nous avons un problème réel avec le virus B, parce que même les bisous qui inquiétaient dans ce que je vous ai entendu dire, c'est surtout avec le virus B, mais là encore, il faut que la victime ait une blessure dans les dents. Alors, cela m'amène à parler un petit peu des statistiques. L'Organisation mondiale de la santé parle d'un peu plus de 10% des Camerounais. Est-ce que dans les années à venir, il y a des espoirs et de l'espoir que ce pourcentage puisse être revu au rabais? Malheureusement, je dois vous dire que pour l'instant, les taux sont un petit peu plus élevés d'après notre pratique. Je pense qu'on peut chiffrer à 13-14% le taux de porteurs chroniques pour la population camerounaise pour le virus B et à peu près 12,5-13% pour le virus C. Mais le but de notre lutte et les soutiens que nous avons de part et d'autre, notamment ce matin, nous avons été largement soutenus par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine. Je pense qu'avec ces soutiens institutionnels et associatifs... Ce soutien également au niveau du traitement pour les malades qui viennent? Au niveau du traitement. Grâce au ministère de la Santé et à monsieur le ministre personnellement,
il y a une convention qui a été passée avec un laboratoire. Le soutien à quel niveau? Au niveau financier. Financier, qui permet que le médicament coûte moins cher. Ou alors de la consultation? Alors, non, au niveau du traitement. Le problème, c'est surtout le traitement, puisque le coût du traitement de l'hépatite C est très élevé. Donc, on a réduit le prix de l'ordre du tiers pour le médicament principal, et le deuxième médicament est donné gratuitement par rapport à cette convention. Et c'est cette convention qui nous oblige à former des médecins à la prise en charge et à faire des dépistages pour mieux centrer nos taux de prévalence réels. Donc je pense qu'avec toutes ces luttes-là, notre objectif, c'est d'arriver à éradiquer ces hépatites virales tueuses dans notre pays, et comme on fait dans le monde entier. Et je pense qu'on va y arriver. On met le paquet sur l'enfance, parce que la transmission mère et enfant, si on arrive à étouffer cette transmission-là, je crois qu'on aura gagné, parce que c'est là qu'il y a le plus de transmission, à la naissance et dans la petite enfance, parce que les petits-enfants jouent entre eux. Si l'un d'eux est malade, il peut contaminer les autres. Eh bien, professeur Christian Zeton, c'est sous ces notes d'espoir qu'on puisse éradiquer au moins cette maladie chez nous et partout ailleurs que nous allons mettre un terme à cet entretien, tout en vous remerciant d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis encore une fois d'insister, comme nous faisons depuis dimanche, sur la nécessité de lutter contre ces maladies, et je compte sur les populations et l'ensemble des pouvoirs publics pour aider les gastro-entérologues et le corps médical camerounais, parce que ce matin on a eu le président de l'ordre des médecins également. Je remercie tous ces gens-là et je pense que ça pourra aller, il y a de l'espoir. Eh bien, le message est passé. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. L'équipe de production de cette édition vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée.